Bienvenue dans Big Boss, une émission sous le signe de l'entrepreneuriat féminin, puisque nous avons comme invitée Sana Afouaïs. Bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes la fondatrice et directrice générale de Womanpreneur, un incubateur d'entreprise exclusivement dédié aux femmes, Exactement, oui. 100% féminin. 100% féminin. On va parler évidemment de votre projet tout au long de cette émission, mais vous n'êtes pas seul sur ce plateau, puisque Paul Gérard, rédacteur en chef de l'Écho, m'a rejoint également. Bienvenue Paul. Bonjour Marie-Noël, merci. Alors notre invité, c'est quelqu'un que l'Écho a clairement dans le viseur. Sur le radar, on va dire oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que Sana Afouaïs illustre cette nouvelle génération de femmes et d'hommes aussi. En l'occurrence, on parlait d'une femme et de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui y va, qui n'a pas froid aux yeux, qui face à un problème ne choisit pas l'option « bon tant pis, c'est comme ça, on va essayer de le contourner ». Non, qui le prend en face et qui essaie de trouver des solutions. Donc c'est intéressant et je trouve qu'elle représente bien, elle reflète cette nouvelle approche de l'entreprise bien ancrée dans la société. Alors c'est ce qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Vous avez 29 ans, vous êtes marocaine d'origine et installée à Bruxelles depuis 2016. Vous êtes très discrète sur votre vie privée. Alors pour en savoir un peu plus sur votre personnalité, nous avons rencontré, ou plutôt interrogé, celui que vous considérez, paraît-il, un peu comme votre mentor, Patrick Ménache. Je vous vois déjà sourire. C'est un chef d'entreprise actif dans l'immobilier. Il vous a un peu pris sous votre aile à votre arrivée à Bruxelles en vous proposant notamment d'héberger votre association dans ses locaux. On l'écoute et on en parle juste après. Dans les études supérieures, elle était la première de sa région. L'ambassade des États-Unis a décelé cette jeune fille et lui a offert une bourse pour partir aux États-Unis. C'est comme ça qu'elle a pu quitter donc le milieu dans lequel elle était. Je dirais qu'elle est déterminée, elle ne se décourage jamais, elle ne prépare jamais ses discours. Elle a toutes ses idées en tête et je connais très peu de gens qui peuvent parler sans avoir aucun document. Lorsqu'on ne comprend pas immédiatement ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut dire, ça l'énerve. Elle peut s'énerver pour des bêtises parfois. Mais enfin bon, ça fait partie de son charme. La lecture, c'est son cocon. C'est là où elle se réfugie. Stephen Hawking, Stephen Zweig, c'est toujours parmi les auteurs américains. Elle lit parfaitement l'anglais. Elle porte toujours ce petit porte-bonheur amazigh sur elle, qui représente donc le signe de son ethnie. Donc c'est un peuple qui fait partie de l'Afrique du Nord, mais qui est arrivé avant l'islamisation et avant l'arabisation. Amazigh signifie l'homme libre, l'homme noble. Voilà, et ça la symbolise vraiment. Voilà, l'homme libre, la femme libre. Vous l'avez autour du cou, c'est un petit bijou. Oui, c'est un signe de mes origines amazigh. Donc c'est les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Et donc je le porte toujours avec moi. Alors c'est important, vos racines marocaines, vous les portez, vous avez mis beaucoup dans vos racines évidemment. Qu'est-ce que vous emportez de vos racines avec vous ? En fait, ce qui est beau dans la culture marocaine, c'est une culture très diverse. Donc j'ai grandi à Agadir, qui est une ville amazigh par contre. Et donc, on parle, notre langue, c'est l'amazigh. Donc, avec ma mère, je parle pas marocain, je parle amazigh. Donc, je parle pas marocain arabe, on parle amazigh. Et on est 50% de la population. C'est la première, en fait, population de l'Afrique du Nord. Et c'est une très belle culture qui était invisible depuis très, très longtemps. Et donc, quand mon grand-père me racontait des origines, qu'aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont pas des origines écrites, à cause de la colonisation arabe, etc. Donc, j'ai ce devoir-là de garder cette culture. Et donc, c'est un devoir. C'est pas une envie, c'est carrément un devoir, vous dites. Oui, c'est un devoir. Et parce que c'est une très belle culture. Donc, par exemple, quand moi, je me présente et les gens me posent « Ah, tu es un arabe ?» et j'ai dit « Non, je ne suis pas arabe, je suis marocaine amazigh », les Européens ne connaissent pas les amazighs. Parce qu'on a cette impression que l'Afrique du Nord ou le Maghreb, c'est des Arabes, alors que ce n'est pas le cas. On est 50% des amazighs. Vous avez évoqué votre maman, hein, vous avez 6 frères et sœurs. Hein, non, j'ai que des sœurs. 6, oui, exact, que des femmes, oui. 6 sœurs. Votre maman, quand vous étiez plus jeune, vous lui avez carrément dédié un livre. On va voir la couverture, on parle évidemment de vos racines dans ce livre, mais le titre donne déjà une idée de cette envie de liberté dont parlait votre mentor. C'est Invisible Woman of Middle East, donc femme invisible du Moyen-Orient.
Ça raconte entre autres la vie de votre maman et ce livre bouscule véritablement les tabous du monde arabe. Ce livre, ça a été un tournant dans votre vie? Ouais. En fait, déjà, ce livre, c'était vraiment, on va dire, une façon de remercier toutes les femmes avec qui j'ai pu travailler à travers le travail que je fais aujourd'hui, mais aussi toutes les femmes qui ont vécu de la discrimination et l'injustice depuis mon jeune âge. Donc moi, quand j'avais 5 ans, j'ai vu ma tante Fatima qui s'est mariée à l'âge de 16 ans dans un village. Et on était dans une chambre où j'ai vu une tradition qui s'appliquait sur elle, c'est de vérifier sa virginité. Donc moi, c'était un souvenir qui est toujours difficile pour moi parce que je n'ai pas pu comprendre pourquoi il y avait une femme, pendant 10 minutes, elle était en train de chercher entre les jambes de ma tante et par la suite de faire une zarouta et de dire « Ok, elle est vierge, donc elle a une valeur. Allez, maintenant on peut la marier. » Donc ça, c'était parmi les observations que j'ai faites et je me suis dit « Ah, vraiment les femmes, on est limitées. Notre valeur dans la société, ça dépend de la culture, elle est limitée à quelque chose. » Et là où j'ai grandi, c'était limité à ta valeur de vagin, si tu es vierge ou pas. Sachant que scientifiquement, pas toutes les femmes, elles ont le hymen. Donc, c'est même une tradition qui n'a pas de sens scientifiquement parlant. Et par la suite, je vois que moi, j'ai grandi dans une famille. Effectivement, on n'est que des sœurs, on est 8 sœurs. On était 9 avant. Et donc, la société nous a traités différemment, effectivement, parce que on n'avait pas la même liberté, même au niveau d'investissement donc dans l'éducation de mes sœurs ou la vie professionnelle, etc. C'était pas important. Ce qui était important, c'est à l'âge de 18 ans, il faut se préparer pour se marier. Vous avez fait un chemin tout à fait différent. Vous étiez éprise de liberté. Vous prenez cette liberté, on l'entend grâce à vos études notamment. Je crois que votre maman vous a beaucoup encouragé à cela et vous le racontez aussi dans votre livre. Le livre, vous allez à la bibliothèque de votre village, vous voulez vous nourrir avec ces livres. Aujourd'hui encore, ça a énormément d'importance pour vous. Vous lisez du Stephen Hawking. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce physicien anglais connu pour le trou noir et ses recherches, sa vulgarisation scientifique? Qu'est-ce qui vous nourrit à travers les livres? Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre vie encore aujourd'hui? Pour moi, l'amour de lecture, c'était grâce à un bibliothécaire dans mon quartier, à Agadir, à Tarboucht. Il s'appelle Moussa. Et vu que nous étions très nombreuses à la maison, donc il n'y avait pas vraiment autant d'espace, et moi je voulais me concentrer sur mes études, donc je passais plus de temps à la bibliothèque. Et là, lui, à chaque fois, il me donne un livre et me dit « Ok, tu as 2 semaines, tu dois le lire et tu viens et tu m'expliques. » Défi. Oui, c'était vraiment... Elle était très dure avec moi, mais c'est grâce à lui. C'est parmi les personnes qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et donc je lisais, après je viens vers lui, j'explique, il me dit non, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien lu. Et donc il me challengeait tout le temps. Et c'est grâce à ça, ça m'a permis aussi d'imaginer qu'il y avait d'autres possibilités pour moi. Et de quitter aussi à un moment donné votre famille, le Maroc. Ouais. Vous arrivez à Bruxelles en 2016, on n'a pas le temps de faire tout votre parcours, mais qu'est-ce qui fait que vous décidez de créer Womanpreneur à Bruxelles? Pourquoi Bruxelles? Vous auriez pu aller à Londres, aux États-Unis, on l'a entendu, vous aviez plein d'opportunités. Pourquoi Bruxelles? Il y a plusieurs réponses. Premièrement, pour les gaufres, les frites et la bière. On vous croit. Voilà. Mais deuxièmement, c'est vrai que j'ai vécu dans différents pays. J'étais à Paris avant juste de m'installer à Bruxelles. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, je me sens très bien. Je me sens chez moi. Donc, quand je me balade et j'entends toutes les langues, tous les accents... Côté multiculturel. Oui, on se sent très à l'aise à Bruxelles. Les Belges sont hyper sympas. Et je ne le dis pas parce que j'habite en Belgique, mais je trouve que les Belges, ils sont hyper cool. C'est pas difficile de communiquer, c'est pas difficile d'avoir des relations aussi humaines. Et aussi, c'est la capitale de l'Europe. Il faut savoir qu'on a un potentiel énorme en Belgique. Moi, je vois la Belgique le hub de l'Europe, au niveau technologique, entrepreneurial, au niveau financier également. Donc pour moi, j'ai vu à la fois l'opportunité et j'étais bien accueillie. Et aussi, j'avais l'opportunité de rencontrer des personnalités très importantes, comme Alexandre Descroix à l'époque. Il est venu pour faire un speech qu'on l'a lancé au Womanpreneur, qui lui-même, il a toujours insisté que Bruxelles, c'est vraiment the place to be. Donc je pense que tout ça a fait que j'ai décidé de lancer Womanpreneur pour lancer et poursuivre Womanpreneur. On va continuer à parler de votre projet. On va regarder tout de suite un reportage parce qu'il faut savoir que Womanpreneur est donc lancé en 2016. Mais pour comprendre l'impact de votre travail, nous avons rencontré des femmes qui ont participé à votre programme. On regarde et puis on en parle juste après. Dans son petit atelier XLOA, Maëlle Polomé travaille sur un nouveau projet de doudou, inspiré du loup. C'est un animal que je n'avais pas encore fait et donc comme je travaille énormément à la demande,
et sur commande. Il y a une maman qui cherchait des loups désespérément. C'est un animal qui est assez difficile à trouver en doudou. C'est à partir de 2019 que l'envie de coudre et de créer des accessoires pour tout petit devient plus qu'un hobby. Chiffon la Malice est né. Mais quand on est une maman solo, pas facile de lancer sa petite entreprise tout en s'occupant de sa fille une semaine sur 2. Désormais indépendante complémentaire, Maëlle jongle aussi avec un autre job à mi-temps. C'est beaucoup d'énergie en fait d'aller au boulot et puis de me dire quand j'ai un jour off, il faut que je vienne ici. Et puis si dimanche je suis OK, je peux venir ici. Donc c'est assez épuisant en fait. Mais rapidement, grâce à sa boutique en ligne et surtout son compte Instagram, les collections de Chiffon la Malice se vendent au-delà de nos frontières. Autodidacte, Maëlle se pose néanmoins beaucoup de questions sur l'entrepreneuriat et c'est là que Womanpreneur est entrée en scène. Je reçois un mail avec une proposition d'accompagnement pendant 6 mois pour les femmes entrepreneuses bruxelloises. Et gratuit. Et gratuit. Une aventure qui va surtout permettre d'échanger avec d'autres femmes en vrai et casser la solitude de la jeune entrepreneuse. Donc on a eu des avocats, des personnes qui venaient nous aider à parler de nos entreprises, le droit d'auteur, comment déposer sa marque. C'était assez complet en fait. Et puis on avait chacune un ou une mentor pendant 3 mois où là c'était privé, coaching privé et on a pu, je pense, travailler sur un ou plusieurs points qui nous posaient problème. Moi en l'occurrence c'était mes prix. Donc voilà, j'ai pu augmenter mes prix. Il me fallait un petit coup de pied aux fesses pour le faire. Ça nous a permis d'avancer sur notre façon de vouloir amener un parcours dans le temps. Ok. Le mentorat, c'est l'un des piliers de Womanpreneur. Et tu peux les confronter à ce système-là pour voir si, c'est une bonne idée. Ça tient la barre. Une 50aine de coachs comme Robin Duparc se mettent bénévolement au service de femmes désireuses d'entreprendre. Et ce n'est pas un hasard si c'est à Watermal-Boisfort, dans un espace de coworking dédié aux femmes actives, qu'il prodigue ses conseils. On entend tous les jours des mecs qui lancent leur boîte et quitte à donner ou à partager de l'expérience, pour moi, ça a peut-être plus de sens de les aider, elles, parce qu'elles ne sont pas assez présentes ou peut-être qu'elles ne sont pas assez demandeuses. Demandeuse, Johanna Leroy a en effet mis du temps à l'être. Grande voyageuse dans le cadre de son travail dans l'import-export, elle décide un jour de se former à la sophrologie. Mais il lui faudra une 10aine d'années avant de se décider à lancer sa propre boîte. J'en avais envie, mais je ne me sentais pas légitime. Je trouvais aussi qu'il y avait un risque de se lancer financièrement dans un métier de thérapeute. J'avais pas vraiment de personnes qui m'inspiraient aussi pour me dire ça peut marcher. Mon entourage ne vient pas d'une culture d'entrepreneuriat non plus. Donc j'avais pas mal de freins intérieurs. Des freins que Womanpreneur propose de lui enlever. Après avoir postulé pour participer au programme, Johanna se voit donc proposer d'être suivie pendant 6 mois par Robin, lui-même fondateur de plusieurs entreprises et à la tête aujourd'hui d'une société d'une 10aine de personnes dans le domaine des primes à la rénovation, entre autres. C'est l'expérience, la bienveillance et le transfert d'informations. Le but, c'est quoi là derrière? C'est d'accompagner quelqu'un qui réussisse son entrée sur le marché, parce qu'on peut facilement tomber dès le départ. Et ça, il faut éviter. Et quand on réussit son entrée, on a de fortes chances de réussir les 5 premières années de son entreprise. Et puis après, c'est un autre challenge. Le mentorat que j'ai eu m'a permis vraiment un signal aussi pour dire c'est chouette ce que vous proposez, là, la coopérative à plusieurs, parce que c'est quand même la première coopérative de thérapeutes de Belgique qui se met en place. D'avoir quelqu'un qui nous encourage, qui dit aussi, il y a des choses qui sont compliquées dans cette mise en place, avec une intelligence collective et tout ça. Mais ce qui va marquer aussi Johanna, c'est de trouver enfin, au sein de Womanpreneur, des chefs d'entreprise qui lui ressemblent. Donc du coup, on avait des entrepreneuses qui avaient leur projet depuis 5 ans, donc qui étaient déjà avec un fonctionnement récurrent de revenus, mais qui vivaient des difficultés comme toute entrepreneuse. Donc l'idée, c'était de sentir une solidarité. Qu'importe les avancées de nos projets. Des femmes qui, pour la 2e année, sortent de leurs ateliers bruxellois à l'occasion du Womanpreneur Market, l'un des 350 événements organisés pour les aider à grandir.
une autre façon d'échanger entre elles, mais aussi avec le public. Justement, ça répond à notre demande, à ce besoin de visibilité, de crédibilité et d'être mise en avant, en fait, de ne pas rester dans notre coin et en essayant de faire notre petit bout de chemin tout seul, mais voir cette unité, cette union de toutes ces femmes-là, ça fait que booster et se dire non, en fait, tu n'es pas seule, tu peux y arriver et on va toutes y arriver en même temps, en fait, donc c'est top. Cette année, près de 900 femmes ont déjà participé au programme. Et depuis sa création en 2016, Womanpreneur a accompagné plus de 4000 entrepreneuses en Belgique. Alors, plus de 4000 femmes en Belgique qui sont soutenues par votre programme. On peut se demander, mais qui peut franchir la porte? Parce qu'on l'entend, il y a une petite sélection. On a vu une sophrologue, on a vu quelqu'un qui travaille plus dans la création, couture. Est-ce que c'est ouvert à tous les métiers, tous les profils de femmes? Donc, ça dépend des projets et les programmes aussi. Comment vous sélectionnez ces femmes alors? C'est pas vraiment moi qui le fais. Oui. On a en général un jury, on a un advisory board qui ont de l'expérience de plus que 20 ans, donc qui ont aussi l'expérience avec quel profil qu'on doit soutenir à travers nos activités. On ne peut pas non plus, malheureusement, soutenir tout le monde. On a des projets de financement. Vous fixez un nombre de femmes à soutenir chaque année? Donc, on essaye. Donc, par exemple, pour les programmes de formation, là, c'est limité. Donc, on est en général entre 25 à 30 places pour chaque programme. Il faut postuler, on reçoit beaucoup de demandes. Par exemple, pour ce projet-là, on a reçu plus que 100 applications. Donc, on était obligé de limiter à 25 femmes. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Et limité parce que il faut financer tout ça. Pas seulement financer, mais question de vraiment apporter un soutien qui est individuel, qui est concret, il y a un suivi. Parce que c'est comme dans une classe à l'université, quand on est 30, 100 personnes, est-ce que vraiment on apprend assez? Je pense que ce contact avec les formateurs, les formatrices est très important pour répondre à toutes les questions. Donc on trouve que dans les salles qui sont plus limitées à 25 femmes, ça suffit pour créer une expérience qui est concrète et enrichissante. Et en même temps, j'imagine que l'envie est là de faire plus, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, c'est pas parce qu'il y a des demandes que tous les projets sont non plus béton et susceptibles de devenir une vraie entreprise, mais beaucoup de demandes, donc sans doute l'envie de pouvoir aider plus de monde. Il y a moyen de faire ce scale-up dont on parle souvent, c'est-à-dire de multiplier, de dupliquer cette initiative en le faisant pas seulement à Bruxelles, mais aussi ailleurs, et plus à Bruxelles et plus ailleurs aussi. Ouais. Donc, déjà ici à Bruxelles, pour les formations vu qu'elles sont limitées, ce qu'on fait aussi, c'est les conférences et les events sur différentes thématiques qui sont ouvertes à tout le monde. Et comme ça, ce n'est pas des formations, mais plutôt des conférences. Comme ça, au moins, ces femmes-là, elles sont informées, etc. et un réseautage. Maintenant, au niveau de expansion, là, déjà pour l'instant, on est en Belgique, on est en Wallonie et Bruxelles, et on se développe en Flandre avec Leuven. Et puis, on est dans d'autres pays dans le monde arabe, donc on est dans 22 pays hors la Belgique. Et là, 2024, on vient de signer un contrat avec un investisseur allemand pour se lancer dans 5 pays en Afrique subsaharienne. Donc, on est vraiment dans cette optique-là. Maintenant, nous, on désire de renforcer ce qu'on fait et multiplier les efforts et tout le travail qu'on fait. Mais il faut qu'il y ait un soutien politique. Ce qui manque pour l'entrepreneuriat féminin, et la formation des femmes. On va en parler. On va revenir un petit peu sur cette extension au-delà de nos frontières avec vous, Paul. Il y a un chiffre qui nous a marqué. On va le regarder tout de suite. Plus de 20 000 combien? Ben voilà, 20 390, ça c'est le nombre de femmes qui ont déjà participé au programme Womanpreneur. On a dit qu'il y en avait un peu plus de 4 000 en Belgique, mais donc ce n'est que, c'est beaucoup, mais ce n'est qu'un cinquième de ce que vous avez déjà fait, je calcule rapidement, ailleurs, donc c'est impressionnant. Hors Belgique, c'est où que ça se passe essentiellement? Donc on est dans les 22 pays arabes, on va dire, et là, depuis 2 ans, on a lancé une initiative qui est un B2B. Chaque année, on ramène des femmes dans la tech à travers la Méditerranée, sud et nord, en Espagne. Donc c'est la 2e édition, et là, l'année prochaine, on va le faire en Jordanie. Et puis là, maintenant, avec le nouveau projet en Afrique subsaharienne, dans 5 pays, Rwanda. Pourquoi la tech? Premièrement, parce que c'est le domaine où il y a un besoin aujourd'hui sur le marché du travail. Si on voit au niveau des talents qu'on cherche, la tech, c'est toujours parmi les postes qui sont en premier. En Wallonie, on a 45% de besoin des talents dans les STEM.
Les Donc, STEM les pour STEM, sciences, technologie, ingénierat, ingénierie, mathématiques. mathématiques, mais beaucoup Où les d'ingénierie. femmes sont très peu présentes, c'est vrai. Très très peu. On a Information. moins de 23% des femmes qui font des études de STEM en Belgique. Donc ça de un. De deux, pour moi, la technologie peut être le moyen d'émancipation pour les femmes. C'est nouveau, c'est un outil qu'on peut apprendre et par la suite, on peut s'émanciper financièrement, mais aussi dans la société. Et donc, moi, je trouve que c'est une opportunité et je le vois dans le monde arabe. Moi, avant de lancer Womanpreneur, j'étais dans un centre de gaming d'Amazon en Jordanie. 90% c'était des femmes. L'image m'a tellement en fait impressionnée. J'étais 5 minutes choquée de voir tant de femmes dans une salle à développer des applications de gaming. Et c'est là où j'ai dit, there is power in tech. Donc il y a ce pouvoir-là, cette possibilité. Et quand j'ai parlé avec ces femmes-là, il y a des entrepreneuses, il y a celles qui ont créé des business, celles qui ont travaillé chez Amazon et qui disent que ça permet à ces femmes-là d'avoir une place dans la société. Alors on entend, vous avez 1000 idées à la minute, vous voulez aller sur tous les fronts, mais comment vous faites pour financer tous ces projets? Comment vous fonctionnez aujourd'hui? Vous n'êtes pas nombreux chez Womanpreneur à structurer tous ces programmes. Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu les coulisses de votre entreprise, si je puis dire. Donc, on est une petite équipe de 10 personnes, mais qui est très performante. Donc, c'est une équipe, chaque personne a sa tâche. On n'est pas que des femmes dans l'équipe, donc il y a un mélange, il y a aussi des hommes. Donc, on a bien divisé les tâches. J'ai une collègue qui est extraordinaire, qui fait tout ce qui est les appels à projets. Donc, elle est toujours, c'est son travail Donc au c'est quotidien. principalement les appels à projets qui vous Pas permettent seulement, de pas seulement. subventionner, Non. pas seulement. On a vraiment décidé de diversifier notre source de financement. Au début, c'était en 2016, on était dépendante des appels à projets, mais on a compris que ça ne doit pas marcher comme ça, surtout quand les agendas politiques changent. Donc là, nous, on a les financements publics au niveau fédéral et régional ici en Belgique. On a des financements de la part du gouvernement allemand. Et puis, on a des financements européens. On a des sponsorings des entreprises tech, comme Vinci Energy, c'est un des sponsors de Womanpreneur. Et en plus de ça, on a nos propres services que nous, on propose. Donc, par exemple, tout ce qui est diversité et inclusion qu'on propose aux grandes entreprises. Et ça, vous allez alors nous faire ouais. profiter de votre expérience en Exact. entreprise et là, ça Exact. vous permet... Et l'objectif, c'est vraiment d'être indépendante des financements publics d'ici 5 ans. C'est ça, en fait, l'objectif sur lequel on travaille. Parce que même au niveau de liberté des projets, on est limité parfois quand on a un appel à projet et il y a, soi-disant, des critères. Donc, parfois, par exemple, on fait un programme. On ne peut pas le faire en Wallonie parce que c'est que pour la région bruxelloise. Et donc, nous, on reçoit des coups de fil de partout, de la Flandre, de la Wallonie. Pourquoi vous ne voulez pas nous accepter? Mais c'est hors de notre volonté. C'est le découpage institutionnel du Exactement. pays qui parfois complique les choses. Malheureusement, oui. Ouais. Voilà. Mais vous dites aussi, voilà, il y a beaucoup à faire, notamment dans les grandes entreprises, parce que c'est vrai qu'elles ont toutes un souci. Elles sont rares à trouver le moyen d'être plus divers, aussi bien dans le genre que dans les origines. Et donc, comment on fait pour faire basculer les grandes entreprises qui emploient beaucoup de monde et qui ont un rôle important de moteur de la diversité? Comment on fait pour casser cette espèce de plafond de verre là, qui continue à exister? Je pense, premièrement, on a besoin et moi je le pense sincèrement, on a besoin de cet engagement politique. Parce que quand ça devient un débat de la société, tout le monde essaie de s'engager. Pour l'instant, en ce qui concerne l'égalité, ça reste toujours quelque chose de superficiel. On fait un event, on invite une entreprise, on met son logo, et boum, c'est bien, on est bien dans les chiffres de rapport de la fin de l'année. On a fait quelque chose pour la diversité. Alors que la diversité aujourd'hui, et je ne parle pas que des femmes, la diversité dans toutes ses couleurs, est très importante parce qu'on vit dans des sociétés, on est mixte déjà de un. De deux, le consommateur a des besoins qui changent au quotidien. Donc, pour comprendre ces besoins-là, il faut que vous avez une équipe qui est diverse aussi et qui produit d'une façon très enrichissante et différente, qui représente la société. Et en plus de ça, on a un besoin de talent. Donc les entreprises aujourd'hui, ils sont obligés de former, d'investir dans les talents, que ce soit des femmes, hommes, autres. Donc les entreprises, je pense que quand même, il y en a certains qui sont engagés, qui sont dans cette direction, avec qui on travaille. Nous, on reçoit par exemple des demandes des entreprises qui veulent juste mettre leur logo. On dit non. Je pense ça aussi... Vous arrivez à détecter quand c'est plus cosmétique qu'une vraie profondeur. Bientôt les élections, 9 juin 2024. J'ai entendu beaucoup de femmes me dire
L'entrepreneuriat féminin, c'est une question politique, c'est un enjeu même pour les prochaines élections? Oui, tout simplement parce qu'ils sont toujours invisibles sur les agendas politiques. Quand on voit en 2008, quand il y avait la crise financière, le gouvernement belge a mis en place un plan de relance et elle a découpé des budgets dans les métiers où on voit plus des femmes, donc tout ce qui est santé, services, donc les domaines publics. C'est là où on a vu le commencement, on va dire, d'entrepreneuses qui se lancent à créer des entreprises. Mais c'est plutôt des indépendantes et pas des entrepreneuses. Parce que tout simplement, il faut survivre, il faut avoir un moyen pour faire vivre sa famille. Donc, depuis, on a vu de plus en plus des femmes qui créent des entreprises, soi-disant qui deviennent des entrepreneuses, mais c'est des solo entrepreneurs qui sont des entrepreneuses de survie, parce qu'ils ne font pas de scale-up. Elles essayent de vraiment gagner un salaire fin de mois pour vivre. C'est quoi le message aujourd'hui que vous lancez aux hommes et aux femmes politiques? C'est mettre les femmes en général, pas seulement les entrepreneuses, mais les femmes au niveau économique comme une priorité. On parle d'un pays où on est 50,8% de la population. On n'est pas minoritaire, parce qu'à chaque fois on traite les femmes comme des minoritaires. Non, on ne l'est pas. On représente plus que la moitié de la population belge. On a besoin d'investissements sérieux au niveau politique et budgétaire à former les femmes dans les métiers qui sont demandés sur le marché du travail aujourd'hui, à savoir les STEM, la construction, etc., tout ce qui est de domaine technique, et de deux, financer et soutenir et former les femmes entrepreneuses pour qu'elles créent de la valeur économique. Donc, l'objectif, c'est pas de dire, OK, des femmes entrepreneuses, on a un petit financement, un microcrédit, etc. Non, non, non. Il faut les former, les préparer pour qu'elles soient des entrepreneuses qui produisent et qui font les scale-up. Mais ça, il y a aussi une dimension qui est peut-être importante, c'est qu'elles aillent vers ce métier. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une réflexion de mec qui n'a rien compris, mais il faut aussi aller, il faut se sentir légitime, il ne faut pas avoir peur d'embrasser les métiers STEM dont on a parlé, les métiers plus techniques, les métiers plus ingénieurs et autres. Il faut y aller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce plafond de verre dans l'autre sens? C'est-à-dire, c'est pas pour moi tout ça. Mais je suis d'accord avec vous, Paul, parce qu'il y a un problème de quoi? Déjà, en Belgique, on a un problème de culture d'échec. Donc, on ne l'accepte pas encore. Quand on ne réussit pas un projet, on est traité comme quelqu'un qui ne peut pas réussir quelque chose et on est bloqué. Ça, on doit le travailler en général dans la société belge, parce qu'aujourd'hui, on a besoin des entrepreneuses. On vit dans une période où ton travail ne peut pas être garanti toute la vie. Donc, il faut toujours s'auto-former, trouver des solutions et avoir un esprit d'entrepreneuriat, de un. De deux, c'est vrai qu'on a peu de femmes qui se trouvent dans ces métiers-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail sociétal à faire, culturel. C'est que depuis très longtemps, les femmes étaient éduquées de faire plutôt les humanités et les hommes étaient éduqués pour faire plutôt les métiers scientifiques. Donc, il faut faire un travail avec les médias, les universités, les écoles, sensibiliser les parents, créer des opportunités où on fait l'orientation pour ces femmes-là aussi. Et c'est ce qu'on fait chez Womanpreneur, et il faut multiplier les efforts au niveau fédéral, régional et communal. Et juste pour souligner aussi, si aujourd'hui, et conclure surtout, le moment où moi, je vais aller voir des personnalités politiques pour surtout expliquer l'urgence de ces problématiques, on me dit souvent, il ne faut pas utiliser le terme droit de femme, il faut utiliser le terme égalité des chances. Donc le jour où on va reconnaître que ça, c'est un problème des droits de femmes, c'est là où on va avancer. Très bien. Merci Sana pour cette conclusion. Merci à Paul aussi d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Big Boss. On se retrouve le mois prochain, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain avec un nouvel invité. À bientôt.